Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette seconde vidéo de 2024. Et ce week-end, je suis à Grenoble pour participer au trail du Grésivaudan. Alors le Grésivaudan, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'une vallée iséroise située juste ici dans les Alpes, qui s'étend de Pontcharrat au nord d'ici, juste en dessous de Chambéry, jusqu'à Grenoble. Elle représente en fait la branche droite du fameux Y grenoblois qui fait lui référence aux vallées urbanisées de l'Isère et qui est entourée à l'ouest par le Vercors, à l'est par Belledonne et au nord par la Chartreuse. La Chartreuse justement, c'est le massif qui nous servira de terrain de jeu demain puisque l'on va partir de Crolles, juste en dessous de la fameuse dent de Crolles, et courir jusqu'à Grenoble sur environ 30 km et 1600 D+. On sera vraiment sur l'extrémité sud-est de ce massif, on va pas monter très haut, ce sera plus de la collinette que de la véritable montagne, mais tout de même le tracé appartient à ce massif de la Chartreuse. Là on est samedi soir, départ demain matin à 8 h depuis Crolles donc pour ces 30 km. À savoir qu'il existe également un format relais sur ce 30 et un autre format plus petit de 5 km qui est appelé le Bastille Express. Ce soir, dodo à l'hôtel juste à côté et demain, navette Grenoble-Crolles à 6 h 45 pour rejoindre la ligne de départ. Allez, là je vais manger puis dormir, je vous dis à demain mais en fait à tout de suite pour vous pour la suite de la vidéo et je vous laisse comme toujours avec la partie engagée de cette vidéo. On reprend donc aujourd'hui avec les idées reçues en lien avec l'alimentation d'origine animale et son impact écologique et environnemental. Je le rappelle, c'est un sujet que je traite depuis plusieurs vidéos, donc pour bien le comprendre, c'est mieux d'avoir vu les précédentes, dont je vous mets les miniatures juste ici. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais parler d'idées reçues sur le végétarisme et le véganisme, sous-entendant que l'homme est naturellement fait pour obligatoirement manger de la viande. Ce sont des phrases que tout végé-vegan a entendues des centaines de fois, qui prennent quelques secondes à être prononcées et auxquelles on met beaucoup plus de temps à répondre, car les sous-entendus amenés par ces phrases contiennent souvent de nombreux arguments fallacieux. On ne prend souvent d'ailleurs même plus le temps d'y répondre, que ce soit par lassitude ou bien parce que, comme je viens de le dire, cela prend du temps et nécessite que les interlocuteurs soient disposés à écouter et à se remettre en question, ce qui est rarement le cas. Au contraire, ces phrases du type « mais le lion mange bien la gazelle » ou encore « mais les légumes souffrent quand tu les manges, Maxime, tu sais », le fameux argument du cri de la carotte. Ces phrases déclenchent souvent l'hilarité générale et ou donnent un sentiment de détenir la vérité et l'argument infaillible au sein du groupe d'amis, par exemple, qui n'est pas sensibilisé ou qui ne souhaite pas modifier ses habitudes alimentaires. Et il est très compliqué d'argumenter dans ce contexte. Mais moi ici je suis seul, personne ne va me couper, donc autant en profiter pour développer un petit peu. Commençons par l'argument du lion qui mange la gazelle justement. Alors je tiens juste à rappeler quelque chose, le lion est un carnivore. Pour survivre, il doit manger de la viande, contrairement à nous qui sommes des omnivores. Nous avons la capacité d'en manger, mais nous n'y sommes pas obligés. Et c'est là pour moi une différence cruciale. Comme je l'avais expliqué dans cette vidéo de la Saint-Élion, d'un point de vue santé, il n'y a pas de problème à avoir un régime alimentaire végétarien ou vegan si l'on fait un tout petit peu attention à ce que l'on fait. Un végétarien qui fait attention à ce qu'il mange n'aura pas de carence, au contraire de quelqu'un qui mange de tout mais ne fait absolument pas attention. Second point important, à la différence du lion, nous avons des capacités cognitives un petit peu plus développées qui normalement nous permettent de distinguer le bien du mal, de ressentir de l'empathie pour les autres, de comprendre leurs souffrances par exemple. Si on prend un petit peu de recul, est-ce que tout ça ne devrait pas nous amener à diminuer, voire à arrêter notre consommation de produits animaliers ? Puisque la consommation de viande, pour reprendre cet exemple précis, apporte de la souffrance à la fois aux animaux, je ne vais pas vous faire un dessin, et à la fois aux êtres humains, puisque l'industrie de la viande et ses émissions participent grandement au réchauffement climatique, et donc aux souffrances actuelles et à venir de centaines de millions de personnes. Alors après, bien sûr, la consommation de viande apporte du plaisir individuellement, mais est-ce que cela vaut toutes ces souffrances ? C'est là qu'à mon sens, nos capacités cognitives et émotionnelles et notre sens moral devraient entrer en jeu et prendre le dessus. Troisième point, nous ne sommes pas faits pour manger spécifiquement de la viande. On peut en manger et c'est là toute la différence. Nous ne sommes ni carnivores, ni herbivores d'ailleurs, mais bien omnivores. Nous pouvons donc nous nourrir indifféremment de substances d'origine animale ou végétale. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, en réalité nous sommes loin d'avoir les prédispositions physiques et physiologiques de véritables prédateurs carnivores. Nous n'avons pas de griffes, nous sommes loin d'être assez rapides pour attraper la plupart des autres espèces sans aide technologique. Notre mâchoire est relativement faible, nos dents ne sont pas acérées.
Bref, si nous n'avions pas découvert le feu et inventé des outils pour chasser ces gros mammifères, nous n'aurions probablement naturellement jamais mangé ces animaux-là. Imaginez-vous croquer à pleines dents dans une vache que vous trouvez dans un pré là. Pas sûr que vous preniez le même plaisir qu'en dégustant votre steak bien cuit avec un petit peu de sel. Donc naturellement, nous ne sommes pas faits pour arracher, déchiqueter et pour manger ces gros animaux. À la limite, plutôt des rongeurs ou de petites bêtes. Mais notre mâchoire est plutôt conçue pour écraser, broyer des aliments plutôt faciles à mastiquer, comme les fruits et les légumes. Mais ce n'est pas tout, car notre appareil digestif, lui non plus, n'est pas spécialement conçu pour manger de la viande. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en termes de taille et de longueur, notre système digestif se distingue de celui des carnivores, particulièrement au niveau des intestins. Ceux des carnivores sont plus courts afin de faire en sorte que la viande soit digérée plus rapidement et qu'elle ne se putréfie pas à l'intérieur, tandis que ceux des herbivores sont beaucoup plus longs. Nous nous situons un petit peu entre les deux, donc nous avons la capacité de faire les deux. Mais encore une fois, rappelez-vous, mon objectif, c'est simplement de vous montrer que nous ne sommes pas faits pour manger spécifiquement de la viande. Pas de vous dire que nous sommes similaires aux herbivores, ce qui serait faux. Deuxième argument qui revient tout le temps, oui, mais l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire, donc c'est normal, c'est comme ça. Alors déjà non, l'homme n'est absolument pas tout en haut de la chaîne alimentaire. Il existe plusieurs types de classifications, mais si on se fie à celle des niveaux trophiques par exemple, l'homme se situe à peu près au niveau de l'anchois. Donc très loin des superprédateurs que sont par exemple l'orque et l'ours blanc. Et puis en réalité, quel sens ça a de parler de chaîne alimentaire quand on mange des steaks sous vide achetés en barquettes dans de gigantesques supermarchés et issus d'une industrie au sein de laquelle les animaux sont élevés et tués en captivité? La chaîne alimentaire, elle a un sens pour le lion qui mange sa gazelle pour survivre, effectivement, ou bien pour l'homme préhistorique qui chassait de petits animaux pour se nourrir, mais pas pour nous dans nos sociétés modernes et occidentales. Justement, en parlant de l'homme préhistorique, on a tendance à avancer que celui-ci, pour survivre, chassait et se nourrissait d'animaux. Alors oui, effectivement, mais finalement très peu, et ça rejoint ce que je disais avant, il s'agissait essentiellement de petits animaux. Il semblerait que ce soit la cueillette, et donc les feuilles, les racines, les fruits, les baies, qui constituaient le cœur de son alimentation, tout particulièrement avant la découverte du feu. Et encore une fois, même si c'était le cas, ce n'est pas parce que quelque chose était fait dans le passé, que ce soit dans un passé proche ou dans des temps anciens, que l'on doit forcément faire la même chose. Lui, lorsqu'il chassait, le faisait parce qu'il avait beaucoup moins le choix que nous, aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles. Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de répondre à l'argument du cri de la carotte, donc je pense que je continuerai la prochaine fois sur la même thématique, afin qu'on voit ensemble si oui ou non la carotte souffre quand on la râpe, la coupe, la cuit ou la croque. Je le rappelle, je ne critique pas les personnes qui ne sont pas végétariennes ou véganes, j'espère sincèrement que vous ne le prenez pas comme ça. J'essaye simplement de répondre à quelques idées reçues et arguments fallacieux que j'entends honnêtement très souvent, trop souvent, pour répondre à des interrogations et tenter de participer à faire changer un petit peu les mentalités, les comportements. Aujourd'hui, sans parler d'arrêter totalement, une baisse de la consommation de viande et de produits animaliers est nécessaire, à la fois pour des raisons éthiques et écologiques. Allez, je vous mets des liens et sources en description, comme toujours, particulièrement une vidéo de Monsieur Phi que j'avais énormément appréciée et je vous la conseille sincèrement. Et puis on se retrouve à Grenoble, direction le départ de la course. Et ça y est, nous voici à Crolles, départ dans quelques dizaines de minutes. J'ai retiré mon dossard et je vais pas tarder à aller m'échauffer. Bon, je me sens plutôt en forme en ce moment, ça va de mieux en mieux depuis la reprise en janvier. Bon, par contre, attention, j'ai pas du tout fait de D+, ou de terrain de trail. L'objectif, le premier objectif de l'année, c'est le marathon de Madrid fin avril. Donc en ce moment je suis plutôt dans une phase de développement de vitesse sur plat. Donc voilà, je suis pas du tout préparé à faire 1,6 km de dénivelé positif. Bon, ça va passer, j'ai pas de doute là-dessus, hormis blessure bien sûr. J'ai quand même quelques bases qui sont un peu ancrées à ce niveau-là. Mais voilà, je risque de bien galérer dans les côtes et sur le côté technique. Et technique, ça risque de l'être, de par le lieu déjà. Bon, alors je connais pas spécifiquement ce coin-là, mais d'après leur gars, il y a 2 descentes assez difficiles. Et en plus de ça, il a pas mal plu ces derniers jours, donc ça risque d'être plutôt gras et glissant. Comme toujours, il va falloir faire attention, particulièrement dans les descentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris mes normales
Tomir, juste ici, pour essayer d'accrocher le plus possible. Allez, assez parlé, je vais m'échauffer et puis on se retrouve sur la ligne de départ. Dernier appel pour tous les concurrents sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Allez, on est parti il y a à peine plus de 2 km. On est dans les premières montées. C'est assez vallonné ce parcours. Il y a juste 2 gros pétards vers le kilomètre entre 8 et 11 je crois. Et le deuxième vers le kilomètre 22. Le reste c'est des petites côtelettes pas très longues. Ou du faux plat comme ici quoi. Allez, 6 km, on a fait 300 de plus et on va s'approcher de la première longue montée qui sera en 2 temps. Un faux plat sur 2-3 km, à peu près 300 de plus je crois, et ensuite environ 200 de plus sur 1 km, 1 km et demi, donc un peu plus raide.
Et on passe dans un petit village, je connais pas le nom, je vous le mettrai en dessous. Je crois qu'on en traverse 2 ou 3 aujourd'hui. Allez, je l'ai pas dit, sur le papier 3 ravitaux, 8, 15 et 22, quelque chose comme ça. Mais au départ ils nous ont dit qu'il n'y en avait qu'un seul à mi-course. Donc je sais pas trop, on verra. De toute façon l'idée sur 30 bornes c'est de pas s'arrêter. Et je crois que c'est la dent de Groll qu'on voit juste au-dessus. On est assez près, donc je trouve qu'on la reconnaît moins bien de près que de plus loin. Allez, 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 allez! Il y a 8 km 5 et le premier ravito. Bien sûr. Ah, et en face on voit le massif de Beldon avec le pic de Beldon, la croix de Beldon, et on voit c'est un peu le bordel ce massif, très technique. Mais nous on continue en chartreuse à droite. Allez, je crois qu'on attaque la première montée vraiment pentue. Ça y est, là, on est dans le gras. Allez, j'ai passé le 15e kilomètre. Il y a une section bien boueuse. En montée, on a eu le droit à une main courante pour nous aider, enfin plus une corde pour nous aider à grimper. Et dans la descente derrière, c'était vraiment très très gras. Encore une fois, bon choix d'avoir pris les Tomir aujourd'hui. Et donc on a passé la mi-course. Et je suis déjà à plus de 1000 D+, donc il va rester environ 600 D+. Ouais, donc la caméra a coupé, je disais, j'ai déjà fait plus de 1000 D+, aussi.
reste environ 600, mais enfin, normalement sur le papier, mais je pense que ce sera un peu plus. Bon, je viens de passer le deuxième ravito. Je me suis arrêté 1 minute finalement pour remplir une gourde avec un peu de coca et d'eau. Bon, comme prévu, je me sens pas hyper à l'aise dans les montées, mais je contrôle bien. Je suis beaucoup moins dans le dur que sur le trail d'Avla. Je pense que je suis parti un peu moins prétentieux aujourd'hui. J'essaye simplement de contrôler mon allure. J'oublie pas qu'il reste un gros pétard à la fin. Ce sera pas une course de rêve, mais une course contrôlée pour mon état de forme actuel. C'est tout ce que je souhaite. Bon, ce massif de Chartreuse là, enfin, comme je disais, on est juste sur le bord. On n'est pas très haut, on monte pas à plus de 900 000 d'altitude. Et ça se court très bien. J'étais venu une seule fois en Chartreuse, j'avais fait Chamchaude dans le col. Mais pas ici. C'est quand même bien ici. On a fait la dernière bosse avant le dernier ravito. Il en reste une grosse de un peu plus de 300 D+, je pense, entre 300 et 400. Et après 5 km de grosso modo de descente jusqu'à Grenoble. Allez, on passe le dernier ravito. On voit Grenoble en fond. Et on arrive dans un nouveau village. Pour continuer sur ce que je disais la dernière fois, je trouve vraiment que sur les trails le niveau est de plus en plus élevé. Je sais pas combien je suis là, on devait être à peu près 500 au départ. Je suis même pas sûr d'être dans les 100 premiers. Et pourtant je me donne quoi. Et je trouve vraiment que les gens sont de plus en plus forts sur les trails. Bon, après ce trail, je crois qu'il y a toujours un peu des costauds. L'an dernier, c'est Thibaut Garivier qui a gagné 6ème de l'UTMB 2023. Et chez les filles, c'était Tony McCann qui gagnait l'ECC. Mais quand même. Encore une magnifique vue sur Beldon et sur Grenoble un petit peu en fond, la cuvette.
Merci. Putain, cette descente elle est géniale. On peut la descendre à pleine balle. Pas technique, ça peut vraiment envoyer. Puis avec Grenoble qu'on aperçoit en dessous là, c'est vraiment sympa. Bon, faut pas non plus faire trop de la merde parce que si on tombe, c'est beaucoup moins sympa. Mais vraiment top. Une remontée, ça doit être parmi les dernières avant Bastille et après les Serpentins jusqu'en bas. Devant, ils sont morts, faut aller le chercher. Et à ma droite, Grenoble, l'Isère, le fleuve l'Isère. On voit Bastille en face là. Merci. C'est marrant arriver dans un truc comme ça en fin de course. Ça me rappelle un peu un de mes premiers trails, Trail des Forts de Besançon. Quand on arrivait à la citadelle à la fin. Je me répète, mais c'est magnifique en face. Je m'attendais pas à ce passage avec les marches et tout. Après Nicolas, 11h, Claude Romain. Et là, pareil, tu... Voilà, ok, d'accord. Allez, on l'a pas eu. On va voir s'il est proche. T'as pas le numéro de ton frère. C'est vrai. Non, c'est souvent l'équipe ou pas de temps en temps, parce que bon, les équipes changent, tourne quoi. Parce que la nouvelle équipe... Super ravi d'arriver. Félicitations. Allez, petit débrief, ce trail est fini entre 30 et 31 km, je sais plus exactement, environ 1650 D+.
J'ai mis 3h19, 3h20, enfin comme toujours je vous mets les détails en dessous. Et je viens de regarder mon classement, j'ai fait 101ème. Donc ça confirme ce que je vous disais, hein, j'ai l'habitude plutôt de terminer dans les 10 premiers pourcents, quelque chose comme ça. Là on était environ 500, donc ça fait plutôt autour des 20%. Je trouve vraiment que le niveau augmente, ou alors c'est moi qui suis de moins en moins bon, je sais pas. Mais voilà, enfin, encore une fois, c'est pas mon objectif premier, mais j'aime bien quand même me comparer pour voir mon évolution. Et le fait est que c'est vraiment costaud à côté. Je suis quand même content de ma course, pour ce long que j'ai pas travaillé le D+, depuis le début d'année, ni fait de terrain trail. J'étais un petit peu à la rue en montée, je trouve, particulièrement quand il fallait marcher. J'ai eu très vite mal aux mollets et aux cuisses. Mais ça va, en fait je suis parti moins vite que sur le trail d'Avna il y a un petit mois. Donc j'ai pas explosé comme sur celui-ci. C'était à peu près une difficulté qui a été lissée à peu près toujours la même sur tout le long du parcours. Donc je suis content de ma gestion de course. Le trail en lui-même était très cool, très sympa, avec des super vues comme je disais sur Belledonne, sur Grenoble à la fin. C'était vraiment sympa. La descente là depuis Bastille, mais même avant, était vraiment géniale mais extrêmement longue. Et bon, j'ai rattrapé beaucoup de monde dans cette partie-là, donc tant mieux pour moi. Voilà pour ce trail du Grésivaudan 2024. Prochain rendez-vous, je pense en mars. Il y aura probablement un trail, sinon début avril. En tout cas, il y aura autre chose d'ici le marathon de Lyon. Et puis bon, je vais retourner à l'arrivée pour attendre ceux qui sont venus avec moi sur cette course. Enfin bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis je vous tiens au courant de toute façon sur mes réseaux pour quelle sera la prochaine course. Allez, à bientôt, salut!